Les paradis fiscaux jouent un rôle essentiel dans la globalisation des échanges financiers. Mais justement, du fait même de cette ampleur, ils en menacent l'architecture et parfois même la stabilité. On l'a vu avec la crise financière qui est devenue économique, 2008-2010. Cela a plongé le monde dans la récession, mis des dizaines de milliers de gens au chômage, et on a souvent mis en cause justement ces paradis fiscaux. Alors j'ai eu envie d'y voir un petit peu plus clair entre réels besoins financiers, petite tricherie et grand arrangement spéculatif. Alors comment les appeler au juste ? Des centres financiers offshore, des paradis prudentiels, des paradis bancaires ? En tout cas, quelles que soient les appellations, un premier essai de définition, à partir de l'année 2000, repérait 52 États et territoires pouvant être qualifiés de paradis fiscaux. Sur ces 52 entités, 33 sont des États souverains et membres des Nations Unies. On voit par exemple la masse de la Russie sur la carte, ce qui, sur 192 pays siégeant aux Nations Unies, représente presque un État sur 5, ce qui est tout de même beaucoup. Quant aux 19 autres territoires, ils sont rattachés à un État souverain, dont plus de la moitié d'ailleurs sont sous souveraineté britannique. Ce calcul vient de 3 organismes internationaux d'évaluation et de régulation, l'OCDE, que l'on connaît, le Forum de stabilité financière, qui réunit des organismes comme la Banque de France ou la Bundesbank, et le Groupe d'action financière, qui est un organisme intergouvernemental regroupant 34 États et 2 organisations régionales, la Commission européenne et le Conseil de coopération du Golfe. Sauf que l'inventaire est variable et imprécis. Par exemple, l'organisation indépendante Tax Justice Network arrive à une liste encore différente. Alors pourquoi y a-t-il tant de disparités ? D'abord parce que ces organismes n'utilisent pas forcément les mêmes critères, ensuite parce que les paradis fiscaux évoluent eux-mêmes chaque année, et puis enfin la notion même de paradis fiscal est relative. Chaque État peut considérer comme tel tout autre État, pour peu que son niveau de fiscalité soit moins élevé que le sien. Donc, quelles sont les caractéristiques d'un paradis fiscal ? D'abord, une totale liberté de circulation des capitaux internationaux. Ensuite, un secret bancaire renforcé, voire total. Un enregistrement facile et rapide des sièges des entreprises. Et enfin, l'absence de taxation des non-résidents du pays. Tax Justice Network estime que l'on pourrait même classer les paradis fiscaux en fonction de leur opacité, de la moindre opacité à l'extrême. Cela dit, ne devient pas paradis fiscal qui veut. Il faut afficher une grande stabilité économique et politique, ne pas avoir la réputation d'être une place pour le blanchiment de l'argent, et il faut aussi bénéficier de l'appui des grandes places financières comme Londres, New York, Paris, Tokyo, Shanghai, ces dernières faisant souvent l'interface entre l'onshore, c'est-à-dire la finance conventionnelle, et l'offshore, c'est-à-dire la finance dérégulée. Quand est-ce que tout cela a commencé ? Alors le mécanisme n'est pas nouveau, les circuits contournant les réglementations commerciales, financières et fiscales ont toujours existé, mais il y a une accélération dont on voit les étapes après la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque commence le processus de décolonisation. Alors pourquoi ? Parce que nombre de ces territoires n'étaient en fait que des zones de transit pour le commerce et non pas des zones de production ou d'exploitation, comme par exemple les îles des Caraïbes, héritage du commerce triangulaire, ou bien le Vanuatu, Kiribati, les Bahamas, dont la seule fonction était d'offrir aux Britanniques des sites stratégiques. Et au moment de leurs indépendances, les métropoles font cesser leur soutien politique, donc leur soutien financier, et la plupart de ces pays doivent alors faire un choix de développement, le tourisme ou la finance. Et la plupart ont choisi de concilier les deux. Les paradis fiscaux ont quelques points communs entre eux. Ce sont souvent des micro-États, souvent peu peuplés, souvent insulaires, mais ce qui séduit avant tout, c'est la multitude des produits financiers et des services bancaires que les paradis fiscaux offrent et qui attirent particuliers, entreprises et organisations criminelles. Alors qu'offrent-ils exactement ? Les domiciliations de complaisance pour les particuliers, et elles se sont multipliées dans ces territoires à faible imposition. On peut prendre 2 exemples en Europe. En France, on a plusieurs cas récents parmi les artistes ou les sportifs. Ce sont des cas qui ont fait scandale. En Italie, 2 célèbres couturiers ont récemment été renvoyés en justice
pour une évasion fiscale de près de 1 milliard d'euros entre 2004 et 2005 par l'intermédiaire d'une société écran luxembourgeoise. Ces paradis fiscaux présentent un double avantage pour les individus fortunés qui souhaitent placer leurs capitaux en toute discrétion. D'abord l'allègement des impôts sur les revenus du capital et du travail, mais aussi en cas de succession ou de divorce, ils permettent d'échapper aux différentes taxes et charges à acquitter. Alors c'est une pratique qui est à la fois éthiquement répréhensible, mais en même temps juridiquement possible, en contournant les lois. Avec la multiplication des grandes fortunes ces dernières années, le phénomène d'exode fiscal a tendance à se renforcer. De 4,5 millions en 1996, le nombre d'individus disposant d'un patrimoine supérieur à 1 million de dollars est passé à quelques 10 millions en 2010. Deuxième cas de figure, les grandes entreprises. Par exemple, les 50 entreprises européennes les plus importantes sont toutes présentes dans les paradis fiscaux, en Europe, dans le reste du monde, où elles ont domicilié 21% de leurs filiales. Et cette pratique permet aux entreprises, et surtout aux multinationales, de réduire la pression fiscale. Elle minore artificiellement les gains réalisés dans les zones fortement taxées et maximise les gains réalisés par les filiales installées dans les paradis fiscaux. Troisième cas de figure, les paradis fiscaux attirent bien sûr les organisations criminelles du fait même de leur confidentialité. Elles y placent l'essentiel des revenus tirés de la contrebande, de la prostitution, du trafic d'êtres humains, des jeux de hasard, de la contrefaçon et du trafic de drogue. Regardez le circuit. L'argent issu du trafic de cocaïne colombienne est placé dans les banques des paradis fiscaux d'où il sort blanchi et prêt à être réinjecté dans l'économie légale, notamment via les banques européennes, comme on voit ici en Allemagne, puis à Monaco, avant d'être viré vers des comptes de société en Suisse et au Luxembourg. L'argent atterrit ensuite sur un compte à pseudonyme en Autriche, et pour finir, il est réinvesti en Colombie par des sociétés de droit européen contrôlées par les cartels. Les mécanismes du blanchiment sont bien connus, on le voit, mais les montants issus des activités criminelles qui transitent par les paradis fiscaux sont quasi impossibles à chiffrer. Qu'en est-il des liens entre la France et les paradis fiscaux, et comment peut-on mesurer le rôle et la place de ces paradis dans l'économie française? Voici l'évolution depuis l'année 2000 des investissements directs étrangers en provenance de la France, puis ceux à destination de la France. Maintenant, regardons à quoi ressemblent ces mêmes courbes sans les capitaux qui transitent par les places offshore. Eh bien, l'écart montre l'ampleur du recours aux paradis fiscaux et il est considérable pour l'année 2008. Les IDE entrants officiels s'élèvent à plus de 60 milliards, contre environ 10 milliards d'euros sans le recours aux paradis fiscaux. Donc, le différentiel est vraiment significatif. Les paradis fiscaux, on l'a compris, agissent comme une véritable pompe aspirante pour les capitaux internationaux. Si les volumes qui y transitent restent difficiles à calculer du fait même du secret qui les entoure, on estime tout de même que chaque année, environ 50% des transactions financières mondiales passent par les centres offshore. Alors comment résoudre le problème? On a vu que 3 institutions internationales avaient tenté de définir les paradis fiscaux. On voit ici les 52 identifiés lors de l'année 2000. Or, on constate que, en 2005, 5 ans plus tard, la liste se réduit à 7. Alors comment expliquer cette amélioration aussi soudaine que surprenante? Eh bien tout simplement parce que pour ces 3 organismes, tout État s'engageant sur de simples promesses de réforme peut être retiré de la liste. Cela dit, la crise financière puis économique qui a frappé le monde en 2008, la plus sévère depuis la dépression de 1929, a changé un peu la donne, car on a estimé que les centres financiers offshore ont eu une grande responsabilité dans la formation puis la diffusion des facteurs de crise, car ils ont permis à de nombreuses banques et fonds d'investissement d'occulter une partie de leurs créances. C'est donc sous la pression des opinions publiques que les dirigeants du G20 inscrivent la lutte contre les paradis fiscaux à l'ordre du jour du sommet de Londres d'avril 2009. Au terme de cette rencontre, le G20 rend public une double liste. Une grise, qui épingle les territoires qui se sont engagés à adopter des normes fiscales internationales, mais qui en fait ne font rien, et une liste noire, désignant les États qui refusent tout engagement, soit 4 pays, Costa Rica, Uruguay, Malaisie, Philippines. Alors, suite à la protestation de ces 4 pays et leur promesse de réformer leur réglementation fiscale et financière,
La liste noire est abandonnée au profit d'un regroupement des 42 États et territoires à surveiller sous une même liste grise. Fin 2010, cette même liste grise a été vidée de sa substance. De 42 États, on est passé à 9 seulement, suite aux accords de transparence signés par plusieurs pays et aux promesses d'engagement d'autres pays. Alors pourtant, les efforts consentis restent le fait des places offshore européennes, mais se limitent en fait à l'échange d'informations entre administrations fiscales. Alors vous l'avez remarqué, ce n'est pas très facile de définir de façon nette, précise, qui sont les paradis fiscaux. Les efforts de transparence que l'on repère ici et là semblent plus correspondre à des stratégies de communication qu'à une réelle volonté de changer les choses. Pourtant, ce ne serait pas très difficile, de façon pratique et réglementaire, d'interdire les paradis fiscaux. Il suffirait que les grandes places financières internationales, comme Tokyo, New York, Londres, Shanghai, décide d'interdire toute transaction à destination ou en provenance des paradis fiscaux. Sauf que les choses, évidemment, sont plus compliquées que cela. D'abord, il faut rappeler que beaucoup de paradis fiscaux sont des États souverains. Or, la fiscalité relève de la souveraineté de l'État. Deuxièmement, le manque de transparence rend difficile l'identification, justement, du paradis fiscal. Et puis troisièmement, il y a un très grand nombre d'acteurs qui tirent profit de ces mécanismes et qui n'ont pas forcément envie qu'ils disparaissent.